Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le feuilleton politique malgache se poursuit. Le chef de l'État a procédé à un 4e remaniement ministériel controversé. Un remaniement surprise incompris par l'opposition qui y voit un gouvernement d'hésitation. 16 mois déjà que le président Patrice Talon est aux commandes au Bénin, gouvernance passée au crible, notamment par le Front pour un sursaut patriotique qui la juge pour l'heure inefficace. Et puis au Kenya, le chef de l'État maintient la mesure annoncée sur la réduction des salaires des députés. Objectif, réduire les charges publiques. Cette mesure va aussi de pair avec la suppression de certains avantages des législateurs. Mais tout d'abord au Gabon, moins d'une semaine après sa nomination dans le nouveau gouvernement, Irène Patricia Boussamba, promue ministre déléguée auprès du ministre d'État, ministre du Budget et des Comptes publics, a été obligée de démissionner. Pour cause, son nom apparaît dans l'opération Main propre dénommée Mamba. Elle est citée dans une vaste affaire de détournement des biens publics dont l'acteur principal est Guido Santulo. Ce riche homme d'affaires italien aurait donné des pots de vin à plusieurs hauts cadres pour décrocher des marchés publics. Nouveau rebondissement à Madagascar. À un an de l'élection présidentielle, le chef de l'État a procédé à un nouveau remaniement ministériel. Bien que son gouvernement ait été entaché à plusieurs reprises par des affaires de corruption, le président a fait revenir certains ministres qu'il avait limogés quelques années auparavant. Les détails avec Sharon Kamara. Pour la 4e fois depuis le début de son mandat, le président malgache a procédé à un remaniement ministériel. Cette fois-ci, 6 ministères, dont celui des Affaires étrangères, des Transports et de la Justice, ont changé de dirigeant. Pas de grande nouveauté cependant, puisque la plupart des nouveaux ministres avaient déjà dirigé d'autres ministères. C'est toujours le signe qu'aujourd'hui Madagascar est dans une situation d'instabilité et que les discussions qui sont en cours pour la recherche d'une solution paisible, d'une pacification de ce pays-là, sont toujours en cours. Donc, les remaniements ministériels, la mise en place des différentes commissions pour apaiser et rassembler le maximum possible la société civile, les partis politiques et les pouvoirs publics qui sont aujourd'hui en cours rentrent dans cette dynamique qui n'est rien d'autre que la recherche d'une stabilité politique pour ce pays-là. Depuis 2013, le gouvernement a été à plusieurs reprises entaché par des affaires de corruption, notamment avec l'arrestation de Claudine Razaï Mamondji, conseillère spéciale du président, qui est soupçonnée entre autres de détournement de fonds publics. La lutte contre la corruption à Madagascar est pourtant une condition indispensable, selon le gouvernement, pour permettre le développement du pays. Il y a énormément de personnes qui étaient décriées dans l'ancien gouvernement, qu'il fallait sans doute se débarrasser pour toujours respecter ce choix du peuple qui veut avancer dans la direction de la paix. Donc, on ne peut pas nier aujourd'hui la question de la corruption. Du côté de l'opposition malgache, ce nouveau remaniement reste incompris. D'abord parce qu'il est inattendu, mais aussi parce qu'il est le signe pour l'opposition de la fragilité du régime au pouvoir. À une année de l'élection présidentielle, ce nouveau remaniement permettra peut-être au président de regagner l'adhésion de la population. Dans l'actualité également, ce lundi, les chefs d'État tchadiens Idriss Déby Itno, nigérien Mahamadou Issoufou et le chef du gouvernement libyen Fayez al-Sarraj seront reçus par leur homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. À l'ordre du jour, la problématique liée à l'immigration, notamment clandestine. Les chefs des gouvernements allemands, espagnols, italiens, ainsi que la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité feront également partie de ces travaux. L'occasion de réaffirmer le soutien de l'Europe au Tchad, au Niger et à la Libye pour le contrôle et la gestion maîtrisée des flux migratoires. Le rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix face à un dilemme qui des deux principaux partis de la coalition au pouvoir, RDR ou PDCI, doit investir le candidat pour l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le RHDP, Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, à l'épreuve du pouvoir.
Le RDR, Rassemblement des Républicains, et le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, les deux principaux partis de la coalition au pouvoir, ont des visions différentes sur l'alternance en 2020, date de la fin du second mandat du président Alassane Ouattara. Ce dernier, dans son discours à la nation le 6 août, a déclaré que tout le monde pourrait se présenter à l'élection présidentielle. Certains cadres du RDR affirment ainsi que le RDR doit présenter un candidat en 2020. Henri Konan Bédié, de son côté, a annoncé que le candidat du RHDP à la présidentielle doit être issu de sa formation, le PDCI. Le PDCI et le RDR sont condamnés à poursuivre ce qu'ils ont commencé depuis 2005, à savoir la plateforme des Ofotis qui a donné le RHDP. Que le candidat du RHDP cette fois-ci soit issu des rangs du PDCI. Toujours est-il qu'on ira à un RHDP, mais le candidat doit sortir du PDCI. C'est une question de négociation, il n'a pas péril dans la demeure. En attendant, le PDCI remobilise ses militants dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020. De nouveaux délégués départementaux ont été nommés par le président du parti, Henri Konan Bédié. La nomination la plus visible est celle du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, chargé de coordonner l'action des vice-présidents du parti. M. Duncan apparaît selon des analystes comme le dauphin de l'ancien président Bédié et possible candidat à l'élection présidentielle. Il est le plus RDR compatible du PDCI, le moins hostile ou du moins le plus rassurant, le profil le plus rassurant peut-être aux yeux du RDR. Tout le monde sait les mots, les éloges que le président Ouattara lui a fait au moment de le nommer vice-président. Dans un souci d'efficacité et de cohésion, tous les ministres PDCI du gouvernement ont été intégrés au secrétariat exécutif. De son côté, le RDR prépare activement son 3e congrès prévu les 9 et 10 octobre 2017. Au Bénin, la ligne politique du chef de l'État, Patrice Talon, fustigée plus que jamais du côté de l'opposition, avec en première ligne le Front pour un sursaut patriotique qui exige la tenue en urgence d'états généraux. Reportage de Leftionou, commenté par Gladys Mwamba. Au Bénin, les 16 mois de gouvernance du président Patrice Talon alimentent les débats. Dans la démarche de l'amélioration des conditions de vie des populations, le gouvernement de Patrice Talon a entrepris durant ces 15 derniers mois plusieurs réformes et s'est engagé sur de nombreux chantiers dans les secteurs vitaux pour la relance de l'économie du pays. Au nombre de ces chantiers figurent la fourniture et la distribution de l'eau et de l'énergie électrique, la mise en place du projet phare du programme d'action du gouvernement dans le domaine social, l'assurance pour le renforcement du capital humain, Arche, d'un coût global de plus de 300 milliards de francs CFA, la relance des microcrédits aux plus pauvres. Je sais combien de sollicitations j'ai par jour. Et c'est pareil pour tous les collègues. Je crois qu'il urge que les dirigeants puissent écouter le peuple, puissent travailler pour le peuple et non travailler pour eux-mêmes, pour que le bien vivre puisse revenir, que les gens soient heureux d'être dans leur pays. À l'instar de plusieurs organisations de la société civile, le Front pour le sursaut patriotique, FSP, a tenu à Cotonou une sortie médiatique ce vendredi 25 août 2017. Cette conférence de presse s'est axée sur la situation sociopolitique du pays. Le Front pour le sursaut patriotique, FSP, appelle à la tenue des états généraux du peuple en vue de l'instauration d'un gouvernement patriotique. La première proposition, c'est la réunion des États généraux. À la suite de ça, la plateforme, la charte du Front a montré ce que ces États généraux-là, les problèmes auxquels ces États généraux, les problèmes auxquels les États généraux doivent trouver des solutions. Il est clair qu'il faut éradiquer la mauvaise gestion. Il faut éradiquer l'impunité. Le Front pour le sursaut patriotique FSP entend s'investir davantage pour l'effectivité de l'organisation des États généraux. De son côté, le gouvernement entend œuvrer pour être porté en triomphe à la fin de son mandat. Le président kényan Uhuru Kenyatta, nouvellement réélu, a une nouvelle fois appelé à une baisse drastique des salaires des parlementaires. En effet, la moitié du budget du gouvernement est aujourd'hui monopolisée par le secteur public. La décision du chef de l'État a été saluée par les Kenyans et bien évidemment fustigée du côté des parlementaires. De l'admirable Bisson.
Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta prévoit de réduire les salaires des députés. Cette réduction va s'appliquer en premier plan sur le salaire du président de l'Assemblée nationale. Ce dernier verra donc son salaire brut réduit de $2 000. De 16 000, il va passer à $14 000 par mois, tandis que celui des députés va passer de 7 200 à $6 100. Nous voulons juste maintenir nos salaires. Ne nous mettez pas en position de désavantage disproportionné et n'essayez pas d'inciter les Kenyans contre nous. Je pense que les Kenyans vont comprendre car ils sont aussi des travailleurs. Si un jour vous allez au travail et on vous dit que le salaire que l'on vous payait vient d'être lourdement réduit sans aucune raison précise, vous poserez aussi les mêmes questions que nous. La mesure prévoit également de supprimer certains avantages des députés, notamment la subvention de voiture et une allocation pour assister aux séances plénières du Parlement. Rappelons qu'après l'ajout des allocations à leur salaire, les députés kenyans se sont classés deuxième au rang des parlementaires les mieux payés en Afrique après le Nigeria. C'est honteux que des parlementaires n'ont pas encore compris que c'est une situation qui choque les Kenyans. Je le dis maintenant, c'est vrai que j'attends la décision de la Cour suprême, mais si elle ne décide pas en ma faveur, je le dis devant vous, je ne signerai pas cette loi. Nous devons comprendre que nous sommes appelés à servir notre peuple et non pas s'enrichir sur leur dos. Selon une enquête menée en 2013, les législateurs du Kenya perçoivent en termes de masse salariale l'équivalent de 76 fois le produit brut intérieur par tête du pays. La baisse des salaires et avantages des députés s'inscrit dans le cadre de la réduction des charges publiques. Selon le président Uhuru Kenyatta, la moitié du budget du gouvernement est destinée aux charges de fonctionnement et ne bénéficierait donc qu'à 2% à la population. Dans l'actualité sportive, ce dimanche, le Nigeria et le Sénégal s'affrontaient durant la finale de l'Afrobasket femmes à Bamako au Mali. Et ce sont les D-Tigers du Nigeria qui l'ont largement emporté sur un score de 65-48. Elles détrônent ainsi les tenants du titre et remportent leur 3e sacre après 2003 et 2005. Avec le Sénégal, les D-Tigers représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde 2018 en Espagne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa24.